Extra Local, avec la Banque des Territoires, la banque au service du développement de tous les territoires. Bonjour, bienvenue dans Extra Local spécial Congrès des maires. On se trouve à la porte de Versailles et nous allons recevoir deux maires de moyenne commune de 30 000 habitants. La maire de Périgueux, la maire PS de Périgueux, Delphine Labails. Mais tout d'abord, Frédéric Masquelier, le maire LR de Saint-Raphaël. Il est notre premier invité. Extra Local, c'est tout de suite. Bonjour, monsieur le maire et monsieur le président, puisque vous êtes aussi président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, Saint-Raphaël et Fréjus. Merci d'être avec nous pour cette première demi-heure, durant laquelle vous serez interrogé par 3 journalistes de nos régions, que je vais vous présenter. Commencez par Jefferson Desports, journaliste à Sud-Ouest qui représente ici la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Jefferson. Bonjour Marie, bonjour monsieur Masquelier. Bienvenue parmi nous. Claire Stenlen, également une habituée, qui représente la Bretagne ici et le Télégramme, journaliste politique entre autres et culture au Télégramme. Bonjour Claire. Bonjour Marie, bonjour monsieur le maire. Et Fabrice Vesser-Redon est notre troisième éditorialiste, secrétaire général de la rédaction parisienne d'Ebra, qui représente les journaux du Grand Est. Bonjour Marie, bonjour Frédéric Masquelier. Comme on vient de le voir, les unes de vos quotidiens ainsi que les unes de toute la PQR ce mercredi étaient largement, voire exclusivement consacrées à la victoire des Bleus en Coupe du Monde face à l'Australie, 4-1. On dirait que plus personne ne boycotte le mondial. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez regardé ce match? Oui, puis il ne faut pas bouder son plaisir. Imaginons que les Français auraient perdu 4-1. Nous aurions eu des titres beaucoup plus défavorables. Plus sérieusement, sur la situation au Qatar, tout le monde la connaît. Tout le monde la connaît depuis longtemps. Et puis il y a une certaine forme d'hypocrisie à demander à des sportifs de tenir des discours politiques. Je crois que c'est aux politiques. On ne peut pas vendre des armes d'un côté, avoir des relations, notamment pour acheter du pétrole et du gaz, et puis demander aux joueurs de l'équipe de France de tenir un discours que nos gouvernants ne tiennent pas eux-mêmes. C'était quand même un bon choix il y a 12 ans, le Qatar. Aujourd'hui, si vous avez une discussion, et c'est vrai qu'il y a tous des problèmes légitimes. C'était sous Nicolas Sarkozy. Oh oui, mais je veux dire, personne ne l'a interrompu. Et puis on n'avait pas entendu quand même grand monde à l'époque. C'est le Qatar, effectivement. Bon, il y a le droit des minorités et des homosexuels. Vous avez également, bon, c'est une aberration du point de vue écologique aussi, de tenir un mondial au Qatar. Donc je crois que si cette décision devait être à reprendre, on ne la reprendrait pas. Mais on n'a pas attendu grand monde à l'époque. Et bon, c'est toujours simple aussi, à rebours. Et puis il y a aussi une certaine forme de condescendance, comme il s'agit de footballeurs et de sportifs, à venir à un certain mépris de classe et à l'égard de l'équipe de France. Donc j'y participe pas, et à Saint-Raphaël, on retransmettra, j'espère le plus longtemps, les matchs de l'équipe de France et jusqu'à la finale. Donc le prochain, vous savez quand c'est? J'ai pas la date, mais dimanche. On retransmet qu'à compter de la demi-finale, c'est pour ça. Ici, il y a c'est samedi même, pardon. Mais c'est bien France-Danemark, il me semble. Alors, ici, il y a des figures imposées dans Extra Local, et notamment, il y a la question cash. Et c'est Jefferson Desports qui vous la pose, cette question cash. Oui, Frédéric Masquelier, on va changer de terrain, mais ça sera tout aussi sportif. On va revenir sur le congrès des maires. Alors, mercredi, Emmanuel Macron a préféré le salon des maires pour parler en direct, avoir ces échanges sans filtre avec les maires. Il ne conclura pas, il n'a pas conclu le congrès en revanche. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une faute politique? Est-ce que les maires sont froissés alors qu'il a eu un accueil plutôt chaleureux au salon des maires dans l'autre partie? Quand Catherine II visitait les villages de Russie et qu'on organisait, on appelait ça les villages Potemkin, donc tout va bien, tout est parfait. Ça y ressemble un petit peu, c'est ce que les maires attendent, c'était un discours du président de la République, c'est-à-dire des idées structurées, un cap et une direction, et pas une visite avec les exposants du salon des maires, parce que c'est ce dont il s'agit, avec des rendez-vous plus ou moins, je dirais, préparés. C'est un bel exercice de communication, et ce ne sont pas des petites phrases ou un assemblage de petites phrases que les maires attendaient, mais de savoir où on va au regard des difficultés financières que nous rencontrons et puis d'une hypercentralisation que nous subissons depuis des années. Il a fait un peu une sorte de salon de l'agriculture plutôt qu'un vrai discours sur ce que vous attendiez en fait. Oui, c'est la formule du président Léniel, mais je pense qu'elle est effectivement excellente. C'est un test de popularité en quelque sorte, mais encore une fois,
Lorsque vous déambulez entouré de journalistes, de communicants ou encore des forces de l'ordre, vous allez rencontrer effectivement quelques maires, mais ce n'est pas très, très significatif. Vous avez 34 000 communes en France et encore une fois, ce qu'on attend d'un président de la République, c'est surtout de donner le cap. Il a convoqué 1 millier de maires à l'Élysée par la suite. Est-ce que vous en étiez ? J'ai été invité, j'y suis pas allé, j'y étais allé lors des années précédentes, mais comme là aussi il n'y avait pas de discours de préparé, il est toujours intéressant de pouvoir découvrir les ors de la République ou d'avoir quelques petits fours, mais néanmoins c'est surtout du fond dont on attend, c'est la raison pour laquelle j'y suis pas allé. Il a évité l'obstacle, Emmanuel Macron? Non, puisqu'on en parle. Alors, il a évité l'obstacle. L'obstacle est permanent et c'est ce que rappelle le président Liznard. C'est-à-dire, il ne suffit pas de tenir des discours de circonstances pendant quelques jours de l'année pour montrer son attachement à l'égard des maires. Ce que nous attendons, c'est des positions constantes tout au long de l'année, dans la mesure où il faut le rappeler que les services du quotidien, les villes sont gérées par les maires. Notamment sur les finances, vous attendiez des axes? Oui, sur les finances, sur la question des dotations. On voit que les compensations qui sont prévues sont bien inférieures à l'inflation de cette année et puis de l'inflation prévisible au cours des années prochaines. Et puis surtout, de l'hypercentralisation de l'État. Je crois que le président de la République a indiqué que la décentralisation n'a jamais rien arrangé, mais ça révèle quand même un certain état d'esprit. Puis s'il n'a pas tenu de discours, je crois que c'est une parole qu'on lui a prêtée, de dire qu'il ne voulait pas toujours répéter la même chose. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est dommage, dans la mesure où ça révèle son incompréhension totale des collectivités locales et de ce que demandent les élus. Il devrait écouter et il devrait peut-être adapter son discours dans la mesure où celui qui est tenu, et surtout les actes à l'égard des collectivités, sont très insatisfaisants. Notamment sur l'énergie, j'ai vu que c'était x8 sur à peu près sur ce que ça va vous coûter, ce que ça va coûter aux mairies et aux communes. Qu'est-ce que vous attendez notamment sur l'énergie? Est-ce qu'il faut changer les budgets? Sur l'énergie, les situations sont très diverses entre les communes. C'est pas votre cas, x8 chez vous, c'est pas ce que ça va vous coûter? Non, c'est un peu plus d'1 million d'euros, mais vous avez des communes où vous avez plus de 300%. Et lorsque ces communes rencontrent déjà des difficultés, c'est une véritable catastrophe, cette augmentation du coût de l'énergie. Alors, un dispositif, un amortisseur est prévu, mais il est d'une telle complexité qu'il faut déjà arriver à le comprendre. Et c'est une des dérives bureaucratiques que je dénonce. Vous avez en plus des conditions... On va en reparler effectivement, voilà, cet amortisseur électricité qui concerne surtout les PME et TPE. Sur 1,5 milliard, plutôt les collectivités c'est très insuffisant locales. Par rapport aux conséquences. On va en reparler. Avant de voir l'actualité de la semaine, juste une petite question. On a entendu que vous étiez déçu du non-discours d'Emmanuel Macron. Vous avez été surpris peut-être en revanche par l'appel à l'aide du président Zelensky en Ukraine, qui demande notamment des générateurs, des aides au déminage. Quelle a été votre réaction? Je connaissais l'attachement du président David Liznard, puisqu'on est voisins, on se connaît depuis une vingtaine d'années par rapport à l'Ukraine. Ça a été peut-être le premier maire à se déplacer au début du conflit. Il est allé au nom de l'Association des maires de France. Vous avez sa ville Cannes qui a été très mobilisée, donc je sais que c'est un attachement personnel qu'il a à l'égard de l'Ukraine. Et puis c'est surtout un devoir d'humanité à l'égard des victimes, et je dirais quelles qu'elles soient. Et effectivement, c'est montrer que les maires ont aussi du cœur et peuvent être attachés. Vous aiderez concrètement? Pardon? Est-ce que vous allez aider concrètement? Mais nous aidons déjà dans l'accueil de nombreux Ukrainiens sur ma... Et sur les générateurs, par exemple? Sur ma commune, il faut voir quel peut être le dispositif qui est proposé. Là, c'est d'abord à l'État, bien entendu, et les maires, en l'accueillant, sont un relais, notamment vis-à-vis du président de la République. Mais chacune des communes, ou de très nombreuses communes, ont accueilli de très nombreux Ukrainiens, et c'est un dispositif que nous voulons pérenne. Mais là, on va continuer à parler de la crise ukrainienne, effectivement de la crise de l'énergie, de l'inflation, etc. Après ce reportage, ce mix de l'actualité vue par nos régions et par Roselyne Pagès. Regardez. Ce devait être un contrôle de routine. Il a tourné à la tragédie. Il s'appelait Ludovic Montuel, agent fiscal de 43 ans.
Il a perdu la vie dans une brocante du Pas-de-Calais, lardée de coups de couteau. L'auteur du meurtre aurait prémédité le geste avant de se suicider. J'ai évidemment une pensée pour la famille de la victime. J'ai une pensée pour l'ensemble des 100 000 agents de la Direction générale des finances publiques qui se sont levés ce matin en ayant perdu l'un des leurs, qui se sont levés aussi le cœur brisé. L'Assemblée nationale et le Sénat ont rendu hommage à l'agent par une minute de silence. Tous les centres des impôts ont fait de même ce mercredi. C'est la première fois que Guillaume pousse la porte des Restos du Cœur. C'est pour m'aider un peu, parce que bon, je vis hébergement, donc je suis hébergé, et donc ça, ça donne un petit plus. Il fait partie des 12% de nouveaux bénéficiaires depuis la dernière campagne de l'association. Une précarité croissante avec une grande variété de profils. On a vraiment des habitués qu'on suit depuis longtemps. Là maintenant, avec la crise et l'inflation, on a plus de personnes qui étaient vraiment ric-rac et qui maintenant ont besoin de notre aide. Je prends en charge ce qu'on appelle le SRE, soutien à la recherche d'emploi, mais ce n'est pas que l'emploi, c'est toutes les problématiques administratives. Bien sûr l'emploi, mais ça peut être le logement, ça peut être les situations, ça peut être les papiers, enfin tous les freins qui les empêchent effectivement de rebondir. 140 millions de repas devraient être distribués par les Restos du Cœur cette saison. Le grand théâtre illuminé, le sapin de verre tout en lumière. Ces décorations, les Bordelais ne les verront pas le 26 novembre, mais le 9 décembre. Un retard à l'allumage salutaire en période de crise énergétique. Réduire de 2 semaines, ça permet de réduire déjà une facture. On passe de 2 000 € à 1 600 € cette année de facture électricité, sachant que le coût de l'énergie a augmenté entre 2021 et 2022. Donc il y a une réelle réduction finalement de la consommation énergétique liée à cette illumination de Noël. Pas de quoi assombrir les esprits des habitants. C'est un peu trop tard. Ouais, c'est dommage. Franchement, ça passe tellement vite qu'une semaine à part, c'est pas un problème. Voilà, on l'a vu, le lancement de la campagne des Restos du Cœur, Noël sobre dans beaucoup de communes, les violences contre cet agent du fisc. Une réaction particulière sur un sujet en particulier ? Ça montre beaucoup d'inquiétude. C'est sur le phénomène des violences. Ça touche malheureusement l'ensemble des personnes qui exercent des fonctions d'autorité. On le voit également à l'égard des violences contre les policiers qui sont habituelles dans certains quartiers. L'augmentation des violences contre les élus. Je crois que c'est près d'un élu sur deux ou plus d'un élu sur deux qui songe même à ne pas se représenter. Et ça montre... Il y a une crise d'autorité, Frédéric Masquelier. Une crise d'autorité qui, effectivement, où chaque citoyen se comporte aussi un peu comme des consommateurs, donc avec des exigences particulières avec les titulaires de l'autorité. Et puis un discours politique aussi qui est dangereux quand on voit que certains responsables, je pense à la NUPES, qui légitiment certaines formes de violence dans certains cas. Or, il faut rappeler que l'usage de la violence, je préfère dire l'usage de la force, est réservé dans un état de droit, dans un état démocratique, et bien justement uniquement aux forces de l'ordre. Et ce discours aussi ambiant qu'on voit sur les réseaux sociaux de manière permanente, avec des violences non pas physiques, mais des violences verbales. L'impossibilité d'avoir aussi des réactions efficaces. Je parle d'actions en justice parce que c'est souvent beaucoup trop lent, c'est complexe, il est difficile de défendre ses droits, font qu'il y a des sentiments... Le président de la République annonce pourtant des réponses pénales plus fortes, plus rapides. Plus rapides, Vous les constatez ? Non, puisque vous avez déjà une circulaire qui a été prise par le garde des Sceaux, vous avez déjà des instructions qui ont été données par le ministre de l'Intérieur, et on voit que ce n'est pas suivi des faits. Donc c'est un véritable problème de société, où il faut davantage de fermeté et il faut des réponses qui soient rapides, immédiates et fermes. Est-ce que vous-même, vous avez subi des agressions et est-ce que vous comptez vous représenter ? Alors, j'ai subi des agressions uniquement sur les réseaux sociaux, mais ça, c'est le quotidien, je dirais, de n'importe quel élu. Mais vous voyez, le détachement avec lequel je l'évoque n'est même pas normal, puisque ça devient quasiment du quotidien. Et en ce qui concerne me représenter, oui, je pense que je me représenterai. Je vous propose de regarder ce reportage à Saint-Pierre-des-Corps.
Le maire de Saint-Pierre-des-Corps, lui, a vu son cabinet brûler. C'est un reportage de TV Tours. Comment peut-on incendier un cabinet médical en plein cœur d'un quartier prioritaire et priver une ville tout entière de l'exercice professionnel de 2 médecins qui sont installés depuis presque 20 ans? Pas de colère ni de ressentiment, mais une grande tristesse et de l'incompréhension. Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, le cabinet médical d'Emmanuel François et son épouse a été complètement ravagé par les flammes. Un acte extrêmement grave pour l'élu, qui y voit une énième tentative d'intimidation politique. Car ce n'est pas la première fois. Le cabinet médical de la Rabatterie a déjà été la cible d'une tentative d'incendie et plusieurs élus ont également été visés. En 2 ans, nous avons été victimes, tenez-vous bien, de 6 incendies criminels, de courriers de menaces de mort qui ont été adressés à mes élus. Et là, je suis particulièrement ému. Ça va trop loin. Et peu importe la teneur des rumeurs ou encore des propos biaisés qui se propagent, encore et encore, venant dénigrer, bafouer, diaboliser l'action municipale. Le maire de Saint-Pierre demande donc à l'État plus de sécurité pour ses habitants, quant à une protection rapprochée pour lui et sa femme. On demanderait ça si on avait peur. On n'a pas peur. J'espère quand même qu'ils ne vont pas s'en prendre aux personnes. Les consultations devraient-elles reprendre rapidement d'ici quelques jours? La région Centre va prêter à la ville un local médical situé 7 impasse Paul-Louis Courrier. Voilà, un reportage tourné il y a quelques semaines. Réaction? Ça montre encore la faiblesse de l'État. Je rappellerai que l'incendie volontaire est un acte criminel, passible de la cour d'assises à de très nombreuses années de prison. Et apparemment, on s'en accommode, on le dénonce, alors même qu'il faudrait, je ne sais pas si les auteurs ont pu être interpellés ou sont connus, mais ça mériterait de savoir aussi le suivi qui va être donné s'ils sont arrêtés. Et alors, la sanction qui sera prononcée. Justement, vous êtes un spécialiste de la sécurité. Vous avez animé une table ronde sur la sécurité cette semaine. Quid de Saint-Raphaël? Comment ça se passe chez vous? On investit beaucoup. Et notamment l'été, j'imagine, avec tous les vacanciers. Oui, avec une crainte d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. Un triplement de la population on a un triplement de la population, on a 100 000 habitants et on a une crainte, pour prendre un sujet d'actualité, avec les Jeux Olympiques de 2024, puisqu'on nous a déjà annoncé qu'il n'y aura pas la présence des CRS. Parce qu'ils seront à Paris. Parce qu'ils seront mobilisés effectivement sur les sites des Jeux Olympiques. Ouais. C'est un vrai sujet, parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si on va pouvoir pérenniser des événements, il va savoir se poser la question, comment est-ce qu'on va pouvoir sécuriser la population tout court. Donc les communes aussi, et c'est une difficulté qu'on rencontre sur ce sujet, mais sur bien d'autres, on est obligé de pallier à l'absence de l'État, parce que c'est d'abord une mission régalienne appartenant à l'État, ce qui oblige, pour répondre à votre question, d'une part d'avoir des effectifs de police municipale très importants. Combien à Saint-Raphaël? Près de 100. Alors, nous pouvons nous le permettre, mais de nombreuses communes ne peuvent pas. Ce qui explique aussi, et c'est un lien avec la question précédente sur la violence aux élus, puisque les maires qui ont moins de moyens se retrouvent eux-mêmes, personnellement, comme de nombreux maires ruraux, directement confrontés face à certains auteurs de délinquance, plus des caméras de vidéoprotection. Combien sur votre commune? On va arriver à peu près à un peu plus de 200. Un peu plus de 200. Alors on parlait de la sécurité, l'un de vos thèmes de prédilection, et il y a aussi la bureaucratie. Je devrais même dire la bureaucrature, puisque c'est le sous-titre de votre livre, tout juste édité aux éditions Hermann, La dictature de la bureaucratie. Et Fabrice a une question pour vous. Qui l'a lu? Oui, vous dénoncez cette bureaucratie, semble-t-il trop lourde à vos yeux, trop contraignante. Le gouvernement a évoqué cette semaine, abordé de façon assez ouverte la refonte des corps d'État, des grilles des hauts fonctionnaires. Est-ce que ça va dans le bon sens, comme d'ailleurs la réforme de l'ENA? Tout d'abord, il faut définir ce qu'est exactement la bureaucratie. La bureaucratie, c'est le pouvoir des bureaux. En démocratie, celui qui doit avoir le pouvoir, c'est le peuple, et ce sont les élus qui sont les représentants du peuple. Or, on constate qu'avec notamment la centralisation, telle qu'on la connaît depuis de nombreuses années, avec des lois uniformes qui s'appliquent partout sur le territoire de la même manière, avec des obligations, mais qui
nous concerne, qui concerne tout le monde, qui concerne n'importe quel citoyen. On voit qu'au quotidien, on devient quasiment nous-mêmes des agents de l'administration en passant notre temps à remplir des formulaires. C'est ce que le président Lisnard appelle... C'est la République des CERFA, effectivement. On passe notre temps à remplir des formulaires en attendant une autorisation. En attendant une autorisation, et on agit quasiment plus que sur autorisation. Et quand vous voyez que dans le privé, vous avez exactement le même phénomène si on prend les banques ou les assurances, lorsque vous essayez de passer un virement, vous voyez la complexité, le nombre de codes maintenant ou de vérifications qui existent. C'est-à-dire qu'on rentre dans une société de l'autorisation et du contrôle permanent. Mais d'ailleurs, c'est ça la bureaucratie. Vous allez même plus loin dans votre livre. Vous dites que les gilets jaunes sont nés de ça, d'un excès de bureaucratie. Et qu'en fait, on n'est plus dans une démocratie, mais dans une démocrature, parce qu'on est étouffé en fait par tout ça et on perd un peu le pouvoir. On est étouffé et on a un appareil qui agit en fonction de ses propres impératifs. Que disent les gilets jaunes? Ils disent « ils » ou « eux » en parlant des représentants de bureaux avec effectivement une responsabilité du politique, car ce n'est pas uniquement une responsabilité de l'État, avec des politiques contradictoires. On vous incite à acheter des véhicules diesel pendant des décennies et ensuite on va vous culpabiliser parce que vous les utilisez. Eh bien, il est certain que les gilets jaunes, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à de nombreuses reprises, qui n'ont pas de capacité de rebond, ne se retrouvent pas avec un État qui, normalement, devrait les aider, mais avec l'impression que l'État est contre eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vers plus de simplification, plus de pouvoir aux maires. Qu'est-ce que vous proposez? Ou des suppressions de postes. Est-ce que c'est vous qui avez conseillé Valérie Pécresse qui proposait 150 000 suppressions de postes de l'administration administrante? Alors, il faut toujours se poser la question comment, pourquoi, et si on supprime évidemment des postes, qu'est-ce qu'il y a derrière? Puisqu'on peut considérer que l'ensemble des agents qui sont attachés à l'administration ne sont pas des fainéants. Donc ils ne sont pas inutiles, donc ils fournissent un réel travail. Donc je ne raisonne pas en termes de suppression de postes, c'est en termes de suppression de procédures. C'est des procédures aujourd'hui et de suppression également de normes. On est un pays où vous avez près de 400 000 normes, ça se multiplie. Chaque fois que vous avez un problème, eh bien, on recherche des solutions qui sont réglementaires et on rajoute encore à l'appareil des textes qui sont existants. Et moi, je le vois comme maire au quotidien, lorsqu'on a à monter des projets d'intérêt général, comme la lutte contre les inondations, eh bien, on va mettre des années et on va parfois vous faire prévaloir la psychologie d'un lézard, ce que j'ai pu rencontrer sur un projet d'intérêt général. Ou qu'en tout cas, vous dites que ça vous coupe dans ce que vous pouvez, ce que vous avez envie de faire ou ce que vous aimeriez faire pour la commune, en fait. C'est lent, c'est coûteux. C'est décourageant, c'est peut-être pour ça que certains collègues ne veulent pas également se représenter. Et c'est un système où vous apercevez qu'un agent dans un bureau va finalement pouvoir imposer sa volonté eh bien, à tout le monde. Et ça, ce système est tout à fait anormal. C'est ce que je dénonce en parlant de dictature bureaucratique. Et ça ressemble à quoi la gestion d'une commune d'un maire de droite? Sûrement comme un maire de gauche, parce qu'en tant que maire, on est un peu des... J'aime pas ce terme de Quid des impôts locaux? Pardon? Quid des impôts locaux? Les impôts locaux, bon, moi j'ai pris le parti de me dire que lorsqu'on est en difficulté et en crise, on ne va pas prendre dans la poche des Français. Donc sur Saint-Raphaël, vous avez une stabilité fiscale depuis 2014. Mais d'autres maires sont obligés d'augmenter les impôts parce qu'ils n'ont pas de choix. Et vous allez réussir à maintenir cette stabilité sur la taxe foncière notamment? C'est un choix. Donc, mais vous allez réussir? C'est une priorité et nous le faisons en tout cas pour l'année prochaine. Alors, j'aime bien la formule de Tony Blair en disant qu'il n'y a pas une gestion de droite ou une gestion de gauche, il y a une bonne ou une mauvaise gestion. Donc j'espère que Saint-Raphaël est bien géré. Oui, mais parce que là, on a vu qu'il y a quand même des sujets sur... on en parlait, Claire en parlait, l'inflation, des prix qui augmentent de 6 à 12% sur l'énergie et sur l'alimentaire. Mais là aussi, si on nous laissait faire, lorsque vous avez des projets d'inondation, pour lutter contre les inondations, quand vous avez des centaines de milliers d'euros, des millions qui sont dépensés en études, en contre-études, lorsque vous êtes enfin arrivé et que vous pensez que vous allez rentrer dans la phase de réalisation, eh bien, on va encore vous rajouter des précautions. Ce qui pose aussi la problématique
du principe de précaution tel qu'il est interprété, et puis de l'hyperjudiciarisation qui est une des conséquences de la bureaucratie et qui fait que vous avez une société où on ne prend plus de risques et où l'immobilisme finalement est une posture qui tente à s'imposer. Donc pas vraiment de réponse sur la solidarité ou sur la gestion collective, Dans une ville comme la nôtre, un des principaux budgets, c'est celui du CCS. Mais là aussi, parce que j'ai pu voir des gens devenus sans domicile fixe parce qu'ils ne pouvaient pas remplir un dossier administratif. Ben, quand vous reprenez les choses à la base, eh ben, vous n'êtes pas sur une posture en disant qu'est-ce qu'on peut faire au nom de la solidarité. Vous mettez des agents sur le terrain, vous répertoriez l'ensemble des sans domicile fixe et vous dites il faut 3 choses. Il faut 1, qu'on puisse vous aider à remplir vos dossiers parce que la plupart ont droit à des allocations. 2, on va vous trouver un logement. 3, on va vous trouver un travail. Et vous apercevez que quand vous êtes sur le terrain directement, eh ben, vous pouvez avoir des solutions qui sont extrêmement concrètes. Pendant le Covid, c'est plus de 30 SDF à qui on a pu changer la vie avec du travail, avec un logement. Un mot. C'est le thème de ce 104e congrès des maires, pouvoir agir. Vous avez le sentiment de pouvoir encore agir en tant que maire? Dans certains domaines, évidemment, mais on voudrait agir beaucoup plus. Donc, agir beaucoup plus, eh bien, c'est qu'on nous fasse confiance. Et lorsque je dénonce l'hypercentralisation, c'est qu'on s'aperçoit qu'on nous fait pas confiance. On est dans une société où on est contrôlé. Même les préfets sont hyper contrôlés. On a multiplié... Plus de pouvoir à votre niveau et plus de capacité de... Qu'on prenne en compte la différence également des territoires. On n'a pas besoin, par exemple, d'une loi uniforme pour protéger le littoral, qui soit les mêmes pour les plages de l'Atlantique et puis pour les plages méditerranéennes. Et ce type d'absurdité vous fait perdre une énergie considérable. C'est sûr, il y a des différences et il y a des points communs. Vous parlez des inondations et il y a un point commun, ce sont malheureusement les feux de forêt. Il n'y en a pas eu, pas trop, enfin pas du côté de Saint-Raphaël. En 2003, on a eu de très gros incendies. Il y a eu d'énormes incendies. Et là, en Gironde, il y en a eu d'énormes cet été. On est en train d'abattre les arbres en Gironde. Regardez. Les arbres tombent à la chaîne. Et cette route, habituellement très fréquentée par les touristes, se transforme peu à peu en un grand champ de bataille. La circulation est interdite au public pour laisser travailler cette abatteuse. À l'aide de cette grosse pince, Jonathan coupe et arrache les arbres calcinés pour sécuriser la zone du lac. C'est qu'ils vont tous tomber sur la route. Les arbres, ils sont grands et beaucoup ils sont pourris. Donc il faut faire attention comment on fait l'abattage parce qu'on peut bien sûr les avoir sur la machine. Chaque jour, de 6h à 18h, tous les arbres marqués sont abattus. Un arbre déjà fragilisé par les incendies, mais également attaqué par des parasites. Une lutte contre la montre est alors enclenchée. Parce que déjà, si c'est moi tout seul, il y aura beaucoup d'arbres que je ne vais pas pouvoir les faire parce qu'elles sont trop grosses, trop vieilles, voilà, sont difficiles, dangereuses. Et lui, s'il est tout seul, il va prendre beaucoup de temps. Tout ça, ça va partir dans des usines différentes. Là, on fait 3 ou 4 produits. Un travail d'équipe qui doit s'effectuer sur l'ensemble de la route du lac avant d'abattre les arbres des parkings. Alors chez vous, c'est plutôt le replantage d'arbres. Vous avez prévu de replanter 1000 arbres entre Saint-Raphaël et Fréjus. Vous contribuez au plan d'Emmanuel Macron de replanter 1 milliard d'arbres d'ici 2032. Alors, je ne veux pas jouer en compte, mais on l'avait déjà décidé bien avant. C'est un grand projet chez vous. Mais c'est surtout la protection de la forêt. Et à Saint-Raphaël, on a les stérelles. Et quand on constate que vous avez un désengagement total de l'État, c'est une forêt domaniale d'État, et notamment des agents de l'ONF qui ne sont plus sur le terrain, ou uniquement avec une logique d'interdiction, puisque si les communes ne prennent pas le relais, le chantage, parce que c'est le terme adéquat, qui nous est à chaque fois imposé, c'est de dire on va fermer les stérelles. Donc on est aussi obligé de prendre le relais. C'est quand vous regardez les services de secours, le problème qu'ils ont, et tout est lié lorsqu'on dénonce la question bureaucratique. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux moyens qui arrivent pour l'ONF. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que vous attendiez? Oui, vous êtes plutôt confiant ou on vous sent plutôt méfiant quand même? Nous, concrètement, on a 3 agents pour couvrir tous les stérelles, et les stérelles est plus étendue que toute la ville de Lyon. Donc vous voyez à peu près ce que l'on peut faire avec 3 agents. Mais des moyens...
peu de gens le savent, mais notamment vous allez avoir une application rigoureuse des 35 heures qui vont être appliquées aux réservistes des services de secours et d'incendie, tout comme les opérations, les militaires dans le cadre des opérations spéciales. Ça nous est imposé par une jurisprudence européenne. Vous voyez, ce type d'absurdité qui ne correspond absolument pas à la réalité va mettre en difficulté la plupart des services départementaux de secours avec des charges supplémentaires. Non mais difficulté, on entend bien, mais dans les points positifs, moi j'étais à l'Elysée fin octobre parce qu'Emmanuel Macron rendait hommage aux soldats du feu et il utilisait votre région du Var. Un grand hommage ici aussi sur le salon. Exactement. Et il parlait de vos régions du Sud-Est en disant que ces régions avaient un rôle modèle à jouer pour des départements ou des régions comme les nôtres en Bretagne, comme Lille, comme l'Est, où on n'avait pas l'habitude de ces feux et où votre expérience allait pouvoir jouer un rôle. Ça fait quand même partie des choses qu'on peut imaginer positives pour les étés qui nous attendent. Tout à fait, mais ça existe depuis des années. Vous avez des plans de prévention de risques incendie qui existent, qui sont mis en place, qui vous interdisent de construire. C'est tout à fait justifié d'ailleurs dans des endroits qui seraient dangereux, qui doivent faciliter l'accès des services de secours et qui imposent aussi des obligations d'entretien. C'est ce que nous faisons. Nous mettons des moyens très importants. Mais tout ceci, ça existe depuis très longtemps. Par contre, l'État devrait se charger de ce qui relève de sa compétence, et notamment la gestion des canadaires, puisqu'on a pu voir justement, comment vous le percevez, Frédéric Masquelier, le fait que les canadaires pourraient peut-être arriver en Gironde? En tout cas, les Girondins demandent à ce que une partie de la flotte qui est basée à Nîmes, près de chez vous, arrive, près de chez vous, pas tout à fait près de chez vous quand même, mais arrive en Gironde. Comment vous le voyez, ça? Qu'il faudrait peut-être acheter un peu plus de canadaires. Je pense qu'un État comme l'État français... où vous avez le budget que l'on a. On n'a pas été très regardant sur les dépenses publiques ces dernières années, peut se permettre de renforcer la flotte de canadaires. Et si c'est un véritable besoin, ça doit être un choix. La politique, c'est faire des choix. Donc, à partir du moment... On n'en construisait plus de canadaires, donc il a fallu que l'industriel revienne sur le sujet. Vous voyez que tout est à peu près... Alors, la politique, c'est faire des choix. Lié. On va terminer avec 2 réponses rapides. Votre choix pour la présidentielle? Je soutiens Éric Ciotti. Et deuxième choix, Christophe Béchu a annoncé une formation non obligatoire pour les maires sur la transition écologique, sur le changement climatique. Est-ce que vous la suivrez? Non. Non, voilà, on a 2 réponses claires. Est-ce que les membres du gouvernement l'ont suivi? Voilà. Vous, ça vous intéresse pas de la suivre? C'est le contenu de la formation. Pour une formation, pourquoi? Est-ce que sérieusement, on peut penser qu'en quelques heures, on va c'est encore un exercice de communication. Ce sont des formations sur du long terme, bien entendu. On a des formations sur les questions de la biodiversité, sur la question de la transition. Donc ça, nous le faisons tout au long de l'année. Et je ne crois pas qu'il appartient, et surtout pas, aux maires d'être formés par l'État. Être formés par l'État. On vous a bien entendu. Merci beaucoup, Frédéric Masquelier. Je rappelle le titre de votre livre, La dictature de la bureaucratie, aux éditions Hermann. On retrouve une autre élue, PS, cette fois-ci, Delphine Labeyles, la maire de Périgueux. La première élue femme de Périgueux, d'ailleurs, n'est-ce pas, Claire? À tout de suite. Bonjour, Madame la maire. Bonjour. Delphine Labeyles. Oui, c'est ça. J'ai mal prononcé, pardonnez-moi. Donc, vous êtes la première femme élue de la capitale du Périgord blanc. C'est ça, tout à fait. Et de la Dordogne. Et de la Dordogne. C'est bien la première fois. Merci d'être avec nous. Je vais vous présenter rapidement les 3 journalistes qui vont vous interroger, et notamment les unes de leurs journaux qui les représentent. Regardez les unes de Sud-Ouest. C'était ce mercredi. Quelle entrée! Ça concerne évidemment la victoire des Bleus. Le Sud-Ouest qui est représenté par Jefferson Desport. Le Télégramme, titre bleu au rendez-vous. Et c'est Claire Stenlen qui représente le Télégramme ici. Bonjour. Et l'Alsace, tiens, c'est l'un des 10 quotidiens du groupe Ebra, qui titre sur Giroud, avec ce doublé de Giroud, et qui est représenté ici par Fabrice Vesser-Redon. Bonjour, voilà, les 3 journalistes sont représentés. Est-ce qu'il y a une qui vous inspire, Madame la maire? Alors, est-ce qu'on peut... Parce qu'il n'y avait que des unes sur le foot. Est-ce que vous avez... Au fond, vous pouvez prendre de n'importe laquelle, ça marche toujours. Voilà. Et vous allez aussi nous répondre, comme le précédent maire, si vous avez regardé cette Coupe du Monde ou pas.
Alors, je vais prendre la une de Sud-Ouest. Je vais faire du chauvinisme. Bah oui. Voilà. Non, Quelle entrée. Quelle entrée, oui, parce qu'en effet, sur cette équipe de France des Bleus qui a beaucoup d'absents, donc des jeunes qui entrent et qui peuvent démontrer par leur engagement, leur envie de porter les couleurs, eh bien qu'ils sont là, ils sont présents, ils ont cette volonté de bien faire et avec une entrée incroyable. Alors non, malheureusement, je ne l'ai pas vu parce que hier soir, j'étais sur la soirée du département avec les maires du département de la Dordogne. Ce mercredi, oui. Mais nous avons suivi sur les réseaux sociaux et on a été assez stupéfaits de cette très belle entrée en lice. Donc le prochain match, vous le regarderez. Vous regarderez les matchs. Je regarderai à la télévision les matchs, puisque la ville de Périgueux ne diffuse pas les matchs en fan zone. En revanche, oui, à titre personnel. Et en tant qu'inspectrice de la jeunesse et des sports, je vais suivre cet événement. Vous le ferez quand même, mondial. mais pas de fan zone chez vous. Non, pas de fan zone. Pourquoi Delphine Labaille? C'est là pour le coup, parce qu'on sent qu'il y a quand même, vous êtes partagé entre la sportive et la raison politique. La question du boycott est posée. C'est à votre manière de la trancher, c'est ça? Pas de fan zone et pas de retransmission? Alors, pas de fan zone. Ça, on l'a tranché sur le plan politique. D'abord pour des questions de sobriété énergétique, parce que aller installer des écrans géants dans des parcs de plein air, notamment le parc Gamançon à Périgueux, en plein hiver, en plus. En plein hiver, alors qu'on a déployé tout un plan de sobriété avec nos habitants, c'était pas très cohérent. Et puis ensuite aussi, en effet, pour marquer le désaccord, peut-être cette tendance que peut prendre le foot professionnel à mettre plus en avant les intérêts économiques que les intérêts humains et sociaux. Voilà. Alors ici, Madame la maire, nous avons une petite habitude, c'est la question cash. Donc vous n'y couperez pas non plus, comme votre prédécesseur, et c'est Claire Stenlen qui vous la pose. Alors c'est une question cash à double entrée, alors je vais essayer de bien vous l'expliquer. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est à Dijon pour les violences faites aux femmes. Et on a vu dans les reportages précédents et dans l'actualité les violences qui sont faites sur les élus, hommes et femmes, les incendies, les insultes, etc. Est-ce que vous, en tant que maire de Périgueux, est-ce que vous avez été victime de ça? Et est-ce que vous êtes victime de violences différentes parce que vous êtes une femme ou pas? Alors, sur la première partie, est-ce que j'ai été victime de violences dans le cadre de ce mandat? Non. En revanche, quand j'étais première opposante au maire Antoine Audy à Périgueux, j'ai reçu énormément de lettres de menaces, de lettres anonymes. Et j'en ai eu une en tout début de mandat et je n'en ai plus, ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, il y a toujours un fond. Il reste un fond quand même de sexisme en politique. Et le fait d'être une femme maire de la ville-préfecture, je sens que, et je constate aussi que de la part de quelques collègues élus, eh bien, le regard porté sur ma manière d'exercer la responsabilité et le pouvoir par rapport à mes prédécesseurs qui étaient des hommes est un peu différent. Et il y a aussi des actes de sexisme ordinaires, mais qu'il faut absolument dénoncer. Il y a 6000 femmes maires sur l'ensemble des maires de France. C'est quoi le sexisme ordinaire? Sur les 35-36 000. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les jeux de mots oiseux. Je vais le dire, puisqu'on est sur la question cash. Entraîneuse, par exemple, au lieu de féminiser en prenant entraîneur et en sous-tendant évidemment tout ce que ça pourrait évoquer. On a aussi des commentaires récurrents sur la manière de s'habiller, la manière de... Oui, c'est surtout ça. Je me souviens de la première cérémonie du 14 juillet, par exemple. On avait eu un terrible incendie à Périgueux. J'avais été toute la nuit sur le terrain et je suis allée sur la cérémonie du 14 juillet en jean, avec une veste et des escarpins. Mais le jean avait beaucoup choqué, alors que j'avais vraiment passé la nuit sur le terrain avec les pompiers pour reloger et prendre soin de nos habitants. Donc ça, c'est des choses que je vois de manière récurrente. Les commentaires, elle a changé de coiffure, elle devrait changer de coiffure, elle devrait changer de lunettes. Je voyais moins ça sur les autres maires quand même. Ouais. Donc ça, c'est du petit sexisme ordinaire, mais on a quand même quelques élus qui portent des propos en assemblée. Mais ce sont des propos proférés par des élus, portés par des élus, ce qui n'est pas de la lettre anonyme d'un citoyen de la ville de Périgueux, par exemple. Là, ça pose un autre problème. Est-ce que c'est un manque d'éducation? Vous dites que les élus ont encore du travail à faire?
Sachant que là, on peut avoir une contravention aujourd'hui. Si on fait une remarque sexiste, vous pouvez aller porter plainte et c'est une contravention. Ouais. Alors oui, je pense que les élus ont du travail à faire parce qu'il y a un devoir d'exemplarité. Et en effet, nous avons la chance à Périgueux d'avoir un commissaire divisionnaire avec lequel je travaille sur la prévention des violences faites aux femmes, dont celle-ci, et sur lequel il est vraiment impliqué et proactif. Donc il faut que toutes et tous on se mobilise pour lutter contre ce sexisme-là. La sécurité est un sujet qui vous intéresse à Périgueux et vous avez fait un investissement qui est assez inhabituel dans une commune. Vous avez adopté un chien municipal pour lutter contre les stupéfiants. Tout à fait. D'où vous vient cette idée? Alors, d'où vient cette idée? Je suis très présente sur les questions de sécurité. Périgueux est une ville moyenne dans laquelle les taux de délinquance sont plutôt très faibles, mais on est en périphérie de métropole. Et donc, il y a vraiment une vigilance à avoir parce qu'on pourrait assez facilement être des villes replis. D'une part, et d'autre part, je suis très attachée à la protection de l'enfance et de la jeunesse. Et autour de la question du cannabis, eh bien, il y a des sujets éducatifs à traiter, mais pas que, des sujets aussi en termes de politique de répression. Donc, avec la procureure de la République, le préfet de département, le commissaire divisionnaire, on a fait un diagnostic et j'ai pu assister à une démonstration un chien des douanes qui était formé sur une opération de la gare. Ça m'a beaucoup plu, ce travail qui était fait, ce lien à l'animal, ce contact, cette manière aussi de réenvisager la présence de la police sur les territoires. Le commissaire devait porter le projet. Il n'a pas les fonds, donc je lui ai proposé de le faire en lieu et place. Et il nous a d'ailleurs accompagnés sur le plan réglementaire parce que c'est assez innovant. Alors, quelques polices municipales ont des chiens plutôt d'attaque. Eh bien, nous avons l'un des premiers chiens qui va lutter contre le trafic de stupéfiants à Périgueux. Il s'appelle Thor. Il a 4 mois. Il sera opérationnel l'année prochaine. Il n'est pas opérationnel à 4 mois. Pas encore, mais il va être formé. Voilà. C'est aussi une manière de penser les politiques de sécurité de manière différente, au service des habitants, dans une logique de protection. Opérationnel dans un an. Opérationnel pour septembre de l'année prochaine. Bon, c'est pas un chien de traîneau. Ça permet de faire une transition sur les fêtes. C'est bientôt la période des fêtes. Il y a eu le Black Friday. Malgré les soucis d'inflation, il y a toujours le sapin qui va venir dans nos foyers, même s'il sera moins éclairé, comme dehors. Et il y a, ou non, le foie gras. Regardez. Dans une dizaine de jours, les 16 000 poulets fermiers de cet éleveur du nord des Landes seront arrivés à maturité, soit après 80 jours d'élevage. Jonathan Lalondrelle élève des poulets Label Rouge, Chapon et autres pintades chaponnais. En 2015, 2017, 2020, 2021, des foyers épidémiques de grippe aviaire se sont déclarés dans les exploitations voisines. Jonathan Lalondrelle était passé au travers. Mais en février dernier, son élevage a été touché lui aussi par la vague épidémique. Elle a frappé les Landes l'hiver dernier. 42 000 volailles de cet éleveur ont dû être abattues. Malheureusement, on commence à apprendre à vivre avec le virus de l'influenza aviaire, en fonction du risque, en fonction des périodes, en fonction de où on se situe. Chaque éleveur aujourd'hui a bien pris conscience de ce qu'il devait ou ne devait pas faire sur son exploitation pour essayer de limiter au maximum le risque influenza. Pour limiter les risques au maximum, il a décidé désormais de respecter une période de vide sanitaire de 3 semaines entre 2 lots de volailles. Si cette procédure de vide sanitaire entre 2 lots est obligatoire pour les éleveurs du sud des Landes, fortement touchés par l'épidémie l'hiver dernier, ce n'est pas le cas ici dans le nord de ce département. Cet éleveur a pourtant tenu à le mettre en place. Autre enseignement pour limiter le risque de propagation de la grippe aviaire de cet élevage, les parcours zones où les poulets peuvent évoluer en toute liberté ont été restreints en superficie. Il s'agit de limiter les contacts entre les volailles d'élevage et la faune sauvage. Toutes ces mesures ont forcément une incidence sur la production de volailles de cet éleveur. Il en produit autant que par le passé, entre 150 et 160 000 par an sur une cinquantaine d'hectares, mais leur coût de revient a quant à lui augmenté. Non, il faut pas avoir d'inquiétude. On a fait ce qu'il fallait pour vraiment garantir que le consommateur puisse fêter Noël en famille avec les volailles qu'ils ont l'habitude d'avoir. Il y aura du poulet, toujours en rayon, et il y en a toujours, et il y en aura encore. Et il y aura des chapons et des chapons de pintade et des chapons de poulet Label Rouge dans les rayons. Le prix de ces volailles est donc amené à augmenter de l'ordre d'un tiers prochainement, une augmentation qui n'est pas due aux conséquences de l'épidémie de grippe aviaire qui a frappé le département des Landes l'hiver dernier, mais au contexte inflationniste du prix de l'énergie et de la nourriture pour ces animaux, hausse que ce producteur doit répercuter sur le prix de vente de sa production. Et oui, le Périgord, c'est la région du foie gras et aussi la grippe aviaire.
Comment avez-vous dû faire face? Alors, c'est en effet une question qui est compliquée, hein, à la fois pour la ville-préfecture capitale du département, mais aussi parce que nous avons un marché au gras et que nous avons donc des producteurs qui l'alimentent autant que faire se peut depuis le début de cette année. Donc la ville, le département, la Chambre d'agriculture, évidemment, nous sommes mobilisés auprès de nos agriculteurs, d'ailleurs dès la période du Covid, hein, parce que la période de Covid pour les producteurs de gras était aussi très difficile. Ils n'ont pas pu commercialiser les produits. Et cette année, on retrouve les consommateurs et on a une pénurie de canards. Alors comment faisons-nous? Eh bien, le département travaille à un projet d'écloserie pour pouvoir avoir des canetons élevés directement dans le département et qui puissent ensuite être élevés et gavés ici en Périgord. C'est une animalerie chez vous? Chez nous, c'est une animalerie. Je vous taquine. Fabrice. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, hélas, le nouveau roi d'Angleterre annonce bannir le foie gras de la table de la monarchie britannique. Un autre sujet, changement de tradition. On connaît les liens entre les Britanniques et votre région. Vous l'avez vécu comment, cette annonce de Charles III? Alors, c'est une position personnelle, hein, ça, je les respecte toujours, quelle que soit la thématique. En revanche, ce que je sais, c'est que les Britanniques seront encore nombreux cet hiver et pour les fêtes de fin d'année en Périgord et que probablement qu'ils consommeront du foie gras, puisque ça fait partie de notre tradition. C'est ce qu'ils aiment aussi, c'est la qualité des paysages, c'est magnifique, ce magnifique patrimoine et ce patrimoine gastronomique. Donc, ils seront nombreux, je n'en doute pas. Jefferson, oui, votre région. On va passer du canard au taureau, Delphine Malabaisse. Alors certes, Périgueux n'est ni Dax, ni Mont-de-Marsan, ni Bayonne. C'est pas la ville la plus taurine du Sud-Ouest, mais on a envie de vous entendre sur cette proposition de loi qui va être débattue à l'Assemblée, l'interdiction de la corrida. Comment vous vous situez sur ce débat-là? Alors en effet, nous, à Périgueux et en Périgord, on n'est pas concernés par ces thématiques-là. C'est une question de débat et j'ai envie de dire, c'est aussi une question très personnelle. J'ai travaillé une année en tant qu'inspectrice de la jeunesse et des sports dans les Landes, donc j'ai pu mesurer cet attachement des habitants à la tauromachie et aux courses de vaches landaises. Ensuite, on a des équipements qui sont formidables, il faut aller les voir d'ailleurs, hein, ces arènes, qui accueillent notamment pas mal de pratiques de basket aussi, qui est une autre activité. Dans les Landes surtout. Dans les Landes, en effet. Que vous dire? J'ai une formation d'ethnologue, donc j'ai cet attachement au respect des cultures locales, des cultures atypiques, et je ne me sens pas clairement la légitimité de me prononcer sur cette question-là. Sachant qu'a priori, les gens qui sont contre la tauromachie sont aussi ceux qui disent qu'il ne faut pas manger de foie gras. C'est une prise de conscience un peu globale, en fait. Alors, nous avons, nous, à Périgueux, un élu qui est délégué à la condition animale, ce à quoi nous sommes particulièrement attachés et que nous travaillons d'ailleurs avec la Chambre d'agriculture sur l'élevage des canards, sur le gavage et sur l'accompagnement de l'animal dans le cadre de la production de viande. On a aussi tout un projet pour accompagner les habitants notamment on a un cimetière animalier, on a un dispensaire animal, etc. Donc on est particulièrement attentif, mais dans l'accompagnement de chacun des choix. En tout cas, Delphine Malabaisse, vous ne l'avez pas vu, mais derrière vous, on a vu passer Éric Kerrouche, le sénateur PS des Landes. Voilà, et je pense qu'il vous écoutait sur la corrida. Attentivement. C'était dans votre domaine. Voilà. Alors, autre thématique de prédilection, c'est l'école. Oui. Chez vous, puisque vous êtes aussi coprésident de la commission éducation de l'Association des maires de France. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, était présent. Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que je l'ai vu? Oui. Oui. Même vous avez échangé. Avec Frédéric Le Turc, nous avons coprésidé cette table Exactement. ronde. Racontez-nous un peu. Nous l'avons accompagné. Alors, je l'avais déjà reçu à Périgueux pour le congrès des enseignants de la maternelle, donc de l'AGEM, au mois de juillet. On avait fait connaissance. Je l'ai donc avec Frédéric, nous l'avons accueilli, ainsi que la secrétaire d'État chargée de l'animation ce mardi. C'est un homme avec des qualités d'écoute personnelle, humaine, un regard porté sur l'éducation. Maintenant, nous, en tant que coprésident de la commission éducation et vice-président de l'AMF, notre rôle, ça va être de construire des propositions, de faire valoir nos propositions auprès du ministre et de la secrétaire d'État. À cette étape, notamment dans le cadre du grand débat qui s'est engagé autour de l'école au titre du CNR, eh bien, nous n'avons pas été consultés sur les modalités de mise en œuvre. C'est des projets qui sont portés par les directeurs d'école et il nous semble qu'il aurait été plus opportun qu'ils soient portés au moins conjointement par les directeurs d'école et les maires.
Alors Juste une réaction, pardon Marie, mais sur le CNR, est-ce que vous approuvez cette nouvelle méthode de discussion qui a été lancée par le président de la République? Alors, je trouve que la démarche est intéressante. Par contre, le fait d'utiliser le vocable, l'acronyme CNR, moi, me heurte un peu. Il y a une référence historique très forte. Voilà, je pense qu'il y a une partie là de récupération politique qui est regrettable. En revanche, sur la démarche, vraiment d'être au contact des acteurs publics et des habitants pour construire des politiques publiques, c'est ce que je fais à Périgueux. J'y suis par contre particulièrement favorable. Alors, comme on parle d'initiative d'école, je vous propose de regarder celle-ci. Elle va vous plaire, à mon avis. Elle vient de Bretagne, de la région de Clare. Regardez un pôle santé dans une école. La sonnerie n'a pas retenti, mais Pauline quitte momentanément la classe. Et après avoir traversé un couloir, descendu un escalier, traversé la cour, bref, 1 minute après, la voilà chez l'orthoptiste. C'est la géométrie. Je voyais pas bien les exercices... sur la règle et tout. Mais depuis un mois, sa rééducation est facilitée. Je loupe pas de cours, il n'y a pas besoin de faire de route. Avant la création du pôle, les élèves quittaient l'école 1 heure ou 45 minutes pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous, parfois à l'extérieur de la ville. Les parents, effectivement, n'ont plus besoin de prendre une demi-journée. Ça facilite les apprentissages puisqu'il n'y a plus besoin de revenir sur ce qu'ils ont loupé au cours de la journée. Aujourd'hui, le pôle accueille dans des bureaux partagés une psychologue, 2 orthophonistes et 2 éducatrices spécialisées. Cette soignante, elle travaille du lundi au jeudi dans un autre cabinet à Locmaria-Plouzané et ici le vendredi matin. Ce qui l'a motivée. Qu'il y ait d'autres professionnels avec moi. Du coup, quand il y a quelque chose, on peut échanger. On peut vérifier si, par exemple, sur le plan orthophonique, tout va bien. Si on veut demander des adaptations qui soient en face du tableau, qu'on fasse des agrandissements, qu'on leur laisse plus de temps pour faire les exercices, du coup, vous avez l'instituteur tout de suite qui est là. Vous allez demander et puis c'est fait. Et du coup, c'est beaucoup plus simple. Pour l'équipe, il était devenu urgent de trouver une solution aux familles. L'école s'est donc retroussé les manches. Quelques travaux d'isolation, installation de points d'eau, de sanitaires, puis il a fallu démarcher. D'abord l'école d'orthophonie de Brest et puis de fil en aiguille, ça s'est su dans le milieu. 2 orthophonistes m'ont contacté rapidement, dont une qui venait d'Ille-et-Vilaine. Alors effectivement, il n'y a pas de loyer, simplement une participation donc aux frais énergie. Et nous avons encore des demandes de professionnels, notamment psychologues et puis infirmières. La création des locaux a coûté environ 35 000 € à l'école, mais l'entrée reste indépendante et les consultations ouvertes à tous les habitants de la commune. Voilà, Claire, votre sujet. Vous voyez acquiescer pendant le sujet. Je trouve que le reportage qu'on vient de voir est très intéressant parce qu'à la fois, il est très ingénieux sur l'école et il propose des solutions concrètes sur les déserts médicaux. Il est porteur d'espoir et d'inspiration. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous allez faire la même chose? Est-ce que vous allez faire la même chose? Ça m'inspire beaucoup, en effet. J'ai une école qui est en cours de rénovation sur laquelle on a prévu des locaux dédiés pour notamment les enseignants spécialisés pour l'accompagnement des élèves. Et je trouve que c'est une réponse qui est en effet très équilibrée entre la lutte contre les déserts médicaux que l'on peut retrouver en ville aussi, puisque moi, en l'espèce, dans le quartier dans lequel je vais intervenir, dans le quartier de la Gare, on aurait besoin d'une maison médicale qui pourrait être adossée à l'école, qui permet d'intervenir auprès des élèves de manière rapide et donc de limiter l'impact sur le temps scolaire, et qui travaille aussi à un projet d'ouverture de l'école sur la vie du quartier. Je trouve ça extrêmement intéressant. Vous aussi, vous avez des projets avec la Croisée des Chemins? Non. Non. Bon. Parce que sur la restauration scolaire, le périscolaire, tout ça, ça va être délégué à une régie. Enfin, il y a des choses qui sont en construction dans votre ville. Oui, alors en effet, on a un grand attachement à la capacité de gérer en propre la question de l'animation périscolaire et de la restauration collective. L'année dernière, nous avons repris en régie le service d'animation périscolaire et cette année, on reprendra la régie sur la restauration. Premier objectif, une gestion directe du service public gérée par le service public. C'est plus efficient et plus économique. Et deuxième enjeu autour de la restauration, c'est le bien manger. C'est la raison pour laquelle, dans le même temps, nous passerons en 100% bio et ou local. On reparle un peu du foie gras, en sous-texte. Non, Jefferson, on n'a vraiment plus le temps. Juste une question politique en 30 secondes. Le congrès du PS arrive en janvier. Quel est votre candidat ? Je n'ai pas de candidat à ce jour. J'ai signé la contribution d'Alain Rousset, président de la région. Vous le savez, j'ai été très engagée aux côtés d'Anne Hidalgo dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles. Maintenant, on a un projet à construire commun. Et pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un projet qui parle aux Françaises et aux Français et qui soit clairement ancré à gauche.
D'accord. 2 petites questions très rapides avant de raccrocher. Est-ce que vous vous représentez en 2027 ? C'est un peu tôt pour le dire, mais j'ai beaucoup de projets vous à ne savez accomplir. pas. Et deuxième, est-ce que vous allez suivre la formation écolo du ministre Béchu ? Oui. Oui. D'accord. Vous Voilà, on a 2 réponses courtes. Merci le maire de beaucoup, Saint-Raphaël Madame vous a la dit non, maire. hein, vous auriez pu C'est dire, pour le maire ça. Merci Saint-Raphaël beaucoup, a assumé Madame ses la maire. propos. Merci beaucoup à tous les C'est 3. intéressant comme proposition. C'est terminé. Merci aux télévisions locales. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Extra local, avec la Banque des Territoires, la banque au service du développement de tous les territoires.